Bonjour. Bonjour Sam. Bonjour. Bonjour Sam. On se demandait qui allait dire bonjour à qui, parce que c'est toujours moi. C'est normal, c'est les hommes qui doivent adresser le... La parole en premier. Eh oui, non, mais c'est une question de galanterie en fait. On est plus galant. D'accord, on va retenir ça. Mais la prochaine fois, vous pouvez très bien me dire bonjour et je vous répondrai avec plaisir. C'est gentil. Voilà, comme ça sera sur la même piédestal, même égalité. Voilà. Et alors cette semaine, je crois que c'est vous qui nous parlez de... C'est moi qui vais vous parler de didyouknow.com. Comment vous dites ça? Did you know? Did you know? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez? C'est voilà. ça, .com. C'est une décision qui est récente, qui date de septembre 2008. Et elle est intéressante parce qu'on a pour le coup une plainte qui est portée à l'attention de l'OMPI pour une question de fraude. D'accord. Qui est assez rare en fait, et on va voir que c'est assez logique. Les faits sont assez amusants. Une chose à mettre en valeur, je pense, à ce niveau-là, c'est faites attention à vos contacts commerciaux, attention à vos contrats. Pourquoi? Parce qu'on a un monsieur Allison, qui est le créateur d'émissions de radio intitulées Did You Know? Depuis 1982, donc des émissions de radio qui sont assez anciennes et qui sont diffusées sur plusieurs radios différentes, sur diverses stations de radio. Et il réserve le nom de domaine didyouknow.com pour promouvoir son émission de radio en 1997. Donc, il a pris un peu le temps, mais il l'a fait, c'est bien, il était disponible, il était content. En 2000, donc 3 ans plus tard, il rencontre malheureusement pour lui, 2 individus qui sont voilà, un petit peu très méchants. 2 individus d'Afrique du Sud qui lui proposent monts et merveilles et notamment de prendre part à son business, d'investir de l'argent, de faire en sorte que son émission de radio soit cotée à la bourse de New York, enfin vraiment un truc énorme, d'investir des sommes folles, etc. Et assez rapidement, finalement, un contrat effectivement est signé dans lequel, en fait, monsieur Allison est censé quand même récupérer une somme folle, 3 millions de dollars, voilà, et détenir 12,5% des actions à la bourse de New York. Donc, un deal plutôt assez intéressant, a priori. Finalement, on devrait faire des émissions de radio. Ça peut marcher. Si l'émission marche, je pense que c'est assez lucratif. Radio, ça serait pas mal. Allez. Sauf que pour lui, finalement, ça n'a pas été lucratif du tout. On va s'en rendre compte. C'est vraiment un embrouillamini aussi, cette affaire assez incroyable. Il signe donc ce contrat, très bien, et dans ce contrat, en fait, il se désiste du nom de domaine puisque tout va être globalement dans le business de Did You Know. Didyouknow.com rentre là-dedans. Et il y a des petites choses qui commencent à éveiller son attention, à éveiller ses doutes surtout. Par exemple, il se rend compte que la carte bleue qu'on lui a donnée pour acheter du matériel ne fonctionne pas. D'accord. Il se rend compte que... C'est en carton, en fait. Non, apparemment, je ne sais pas. Elle est refusée, en tout cas. Il n'est jamais payé. Ces 3 millions de dollars, il n'en voit jamais la couleur. Ses actions, il n'en voit jamais la couleur. Et petit à petit, il s'aperçoit aussi que le nom de domaine, notamment didyouknow.com, eh bien, les personnes avec lesquelles il a contracté ont changé les logins et mots de passe. Et donc, il n'a plus accès, il n'a plus la main sur son nom de domaine. Ça l'embête excessivement, il se rend compte qu'en gros, il s'est fait complètement arnaquer. Il porte plainte devant l'OMPI et c'est vrai qu'effectivement, tout le monde se dit oh, l'OMPI, procédure fiable, procédure rapide, etc. Je vais porter plainte là. Sauf qu'en l'occurrence, sa plainte malheureusement est rejetée puisque l'OMPI n'est pas compétent pour apprécier des cas de fraude. L'OMPI rappelle dans sa décision que malheureusement, les experts ne sont compétents que pour décider d'un litige, enfin de la solution d'un litige qui concerne l'atteinte à des droits de marque, de l'intérêt légitime ou non du défendeur et de la mauvaise foi. Malheureusement, pas du tout compétent pour traiter de la fraude et également de relations contractuelles qui finalement n'ont pas été au bout. Donc, en gros, d'escroquerie, d'arnaque, etc. Donc pas de compétence de l'OMPI qui recommande malheureusement pour le plaignant d'engager une action devant les tribunaux, ce qui est assez logique. Malheureusement, on sait dans la décision que c'est ce qui avait déjà été tenté par ce monsieur Allison. Il a engagé une action devant les tribunaux d'Afrique du Sud, action pour laquelle il n'y a jamais eu la moindre décision.
Apparemment parce que les défendeurs ont des relations relativement claires avec des politiciens d'Afrique du Sud. D'accord, voilà. Donc le pauvre, je ne sais pas où on en est ou maintenant, ce qu'il va faire, parce que c'est récent, ça date de septembre. Catastrophe, il n'a pas vraiment de recours devant les tribunaux en Afrique du Sud, pas de recours devant l'OMPI. Il va falloir vraiment trouver une stratégie pour s'en sortir et porter à la connaissance d'un tribunal qui serait compétent ce problème de fraude, d'arnaque et la récupération de son nom de domaine qui est assez importante. En même temps, là, il aurait pu, je pense que son conseil aurait dû le dissuader de déposer plainte parce qu'il pouvait se douter clairement que le centre n'était pas compétent pour ce type de cas et donc éviter d'engager les frais d'arbitre, enfin les taxes pour les arbitres, les frais de conseil pour engager cette plainte-là et agir autrement. Ouais, il arrive des fois que les tribunaux disent « Ah, est-ce que vous avez fait déjà une procédure, un tel ?» Parce que des fois, les tribunaux civils, c'est ça le problème, c'est qu'ils rejettent, enfin, ils renvoient facilement, beaucoup plus facilement que le cours arbitral vers justement vers d'autres juridictions plus spécialisées, ou en tout cas d'arbitrage. Eux, ils en renvoient plus facilement en disant « Écoutez, allez voir déjà ce que disent... ce que dit l'OMPI, non? C'est pas faux dans certains cas, sauf que là, clairement, le centre n'était pas compétent. Donc, simplement, ça sert à rien d'engager une plainte quand on n'a pas... c'est comme si on n'avait pas de droit. En fait, surtout ce que le conseil aussi aurait pu dire, c'est « Mon Dieu, vous n'avez pas de marque ». Donc, vous n'avez pas de possibilité d'invoquer des droits de marque devant l'OMPI. Donc, effectivement, l'OMPI n'est pas compétent. D'où l'importance vraiment d'avoir une marque. Je suis étonnée qu'une émission de radio qui existe depuis 82 n'a pas été déposée. Il n'y a pas de protection. Ah oui, non, mais là, ça va de pair. On dirait jamais assez, en fait, que le fait de vouloir vraiment asseoir son nom de domaine, il faut l'associer avec une marque. Il faut que... Mais ça le valorise. Oui, ça lui Et donne, puis, il faut vraiment garder à l'esprit que les procédures UDRP ne sont ouvertes que quand on a un droit de marque. Voilà. Donc, pour pouvoir utiliser ces procédures qui sont quand même très bien organisées, très bien faites, très rapides, très peu onéreuses, etc., il faut avoir une marque. C'est la première condition préalable pour pouvoir engager une telle plainte. Bon, on ne l'a pas, on ne fait pas de plainte. Voilà, on l'a fait et on la perd. Une question, est-ce que l'OMPI peut intervenir dans une situation similaire, mais dans une extension où il n'y a pas d'UDRP? À ma connaissance, non. Non, donc l'OMPI fonctionne uniquement avec un système UDRP, c'est ça? UDRP et PARL pour les points FR. Voilà, oui. Enfin, UDRP, il y a d'autres procédures qui existent, mais... c'est-à-dire que on ne peut pas faire appel à l'OMPI si le pays signataire ou l'extension CCTLD, enfin géographique ou générique, n'a pas de signé ou n'a pas accepté de se soumettre à cette... Alors après, il faut voir là pour un.com sur les règles du DRP qui s'appliquent. Par exemple, pour un.fr, il y a aussi la possibilité éventuellement d'engager donc une procédure PARL en se basant non pas sur un droit de marque, mais par exemple sur la concurrence déloyale. Ou un droit d'auteur. Ou un droit d'auteur ou d'autres droits. C'est une atteinte à des droits de propriété intellectuelle au sens large. C'est plus libre, entre guillemets, que les UDRP. Sachant tout de même, pour répondre un peu plus loin à votre question, il n'y a pas d'autres procédures d'arbitrage. En revanche, on peut tout à fait désigner l'OMPI en tant que centre de médiation. Donc dans les clauses contractuelles, les accords de coexistence qu'on peut rédiger, il est tout à fait possible de désigner Genève, enfin l'OMPI, comme centre compétent en matière de médiation. Et là, quelle que soit l'extension. Quelle que soit l'extension, quelle que soit la nature du dossier, c'est pas nécessairement pour des noms de domaine. Il n'y aura pas de force domaine. exécutoire, c'est ça le seul problème, qu'il n'y aura pas de force exécutoire. Oui, pour les médiations, ça va être un avis en fait. Voilà, un avis qui dira, voilà, nous, selon nous, par exemple, je sais pas, au Paraguay ou un autre pays qui ne se soumet pas au UDRP, il peut dire, voilà, dans la situation que vous me présentez, le défendeur ou le demandeur, cette situation me donne, moi, le sentiment que... Ça devrait être celle-ci ou comme ça, complètement. Mais l'intérêt aussi, c'est que dans un contrat, on peut très bien, dès le contrat, dans les clauses du contrat, désigner l'OMPI comme médiateur en cas de litige qui interviendrait entre les parties. À ce moment-là, ça veut dire que les parties s'engagent à suivre ce système de la médiation et donc à respecter la décision de médiation qui sera prise. Sinon, finalement, ce serait une rupture du contrat. Tout à fait.
Parfait, merci beaucoup. Merci. À la Merci semaine Sam. prochaine.